Sur cette chaîne, on parle souvent de personnes qui se perdent en montagne ou en forêt et qui soit passent un extrêmement désagréable moment, soit ne sont jamais retrouvées ou encore se retrouvent mortes. Et lorsque l'on discute de l'affaire par le biais de la section commentaires ou encore à l'occasion des lives, on est souvent tous d'accord pour dire qu'à la base, les personnes ont été imprudentes, irresponsables, etc., etc. Mais la vraie question, c'est est-ce que l'on est nous-mêmes moins imprudents, moins irresponsables? Eh ben vous, je sais pas, mais en ce qui me concerne, la réponse est non. Et un jour en particulier, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'aurais très bien pu faire moi-même l'objet d'une vidéo de ce genre. Et c'est cette histoire, un petit peu différente de d'habitude, que je vais vous raconter aujourd'hui. Pourquoi je fais une vidéo différente, vous allez me demander? Pourquoi pas du true crime ou une disparition mystérieuse comme d'habitude? Eh bien, tout simplement parce que la semaine dernière, on a atteint les 50 000 abonnés. 50 000. J'hallucine complètement, sérieusement. Un énorme merci à toutes et à tous du fond du cœur. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi, vraiment. Et pour vous remercier, eh bien, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale. De me livrer un petit peu au travers de cette vidéo, certes un petit peu spéciale, mais qui j'espère vous plaira. Et si vous tombez sur moi pour la première fois, déjà bienvenue à vous. Évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant pour découvrir des affaires criminelles, dites true crime, des histoires de disparitions mystérieuses, etc., etc. Sur ce, trêve de bavardage, installez-vous confortablement et découvrons ensemble cet épisode un petit peu spécial de HVI. Générique. Il y a quelques années, j'étais dans ce que l'on appelle une période un petit peu creuse de ma vie. Rupture amoureuse, pas de boulot et impossible d'en trouver un. Pas un rond, forcément, et donc pas de quoi payer un loyer. Heureusement que j'ai pu compter sur le soutien de ma famille et de mes amis. Et c'est là, pour ainsi dire, que tout a commencé. On est en septembre 2017 et je squatte une tente sur le terrain du garage moto d'un pote que j'aide avec les travaux depuis à peu près un mois. Je me rends compte que la situation ne peut pas durer et je consulte frénétiquement toutes les annonces d'emploi en ligne. Quand soudain, une en particulier attire mon attention. Il s'agit d'un emploi de photographe sur les bateaux de croisière. La description du poste fait rêver, j'ai de plutôt bonnes notions en photographie. Je décide donc de postuler sans grand espoir d'avoir une réponse pour être honnête. Et à ma grande surprise, je décroche un entretien en visio-call avec le responsable des ressources humaines de la compagnie en question, situé à Londres. On revoit ensemble mes compétences et il semble être intéressé par mon profil. Sauf que, me dit-il, il aimerait bien m'envoyer sur un bateau de croisière français, mais ça n'est pas pour avant le mois de mars, soit dans 6 mois. Et moi, passer 6 mois de plus dans cette tente, j'avoue que ça me branche pas plus que ça. Et d'ailleurs, mon pote chez qui je squatte, je crois que ça le branche pas plus que ça non plus. Au passage, bisous mon Nico. J'insiste donc un petit peu pour savoir s'ils n'ont rien d'autre en attendant. Il me propose d'aller travailler d'octobre à mars sur un ferry qui rallie Stockholm en Suède à Turku en Finlande. Il n'a pas fini sa phrase que je lui dis de m'envoyer immédiatement le contrat. Je suis partant. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé mi-octobre 2017 à l'aéroport avec absolument aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. C'est avec une certaine excitation que je débarque au terminal de ferry de Stockholm avec les yeux d'un gamin qui découvre un nouveau monde. Quand soudain, je le vois, l'immense paquebot s'approcher majestueusement du quai. Il me semble énorme. Je monte à bord et j'aimerais bien dire que je suis accueilli par mon collègue photographe, parce qu'il n'y a que 2 photographes sur ce bateau, mais pas du tout. Je dois me débrouiller tout seul pour me frayer un passage et réussir à arriver jusqu'à la réception, où, heureusement, ils me prennent en charge et commencent par me montrer mes quartiers, ou plutôt ma cabine. Et cette cabine, elle est pas bien grande. Alors, certes, j'ai de la chance d'avoir une cabine pour moi tout seul, parce que sur les bateaux, c'est pas forcément le cas, mais elle est quand même vraiment petite, cette cabine. Et elle est située dans les ponts inférieurs, donc aucun hublot qui permet d'avoir la lumière du jour.
Mais qu'à cela ne tienne, le bateau est superbe et ça va être une expérience incroyable. Ouais. Bah sauf qu'en fait, pas vraiment. Déjà, photographiquement parlant, ce qu'on nous demandait, c'était du niveau d'un enfant de 10 ans qui utilise un appareil photo pour la première fois. J'exagère à peine. En gros, on se positionnait dans la passerelle d'embarquement, on installait une espèce de portique sous lequel on invitait les gens à passer pour pouvoir les photographier, on faisait des grimaces pour essayer d'obtenir des petits sourires, et ensuite on retournait sur le bateau, on imprimait les photos, qu'on affichait dans la galerie photo, et on passait les 24 heures suivantes à essayer de vendre les photos, d'en vendre un maximum. Vous verrez pourquoi un petit peu plus tard. Et quand on essayait de faire les choses un petit peu différemment, on se faisait réprimander, taper sur les doigts, et on nous demandait de simplement faire comme on nous avait montré, et pas autrement. Alors maintenant je peux me foutre un petit peu d'eux parce que je leur avais dit à l'époque aux gens dans les bureaux que leur façon de faire elle datait des années 90 et encore, et qu'il ferait bien de se mettre un petit peu à la page et de s'adapter aux nouvelles façons de faire, aux téléphones portables, aux selfies, etc. etc. Ce à quoi on m'avait rionné en me rétorquant qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui cette compagnie, ils ont mis la clé sous la porte. Bref, en tout cas, sur le plan professionnel, moi qui espérais progresser en photo, c'est raté. Mais qu'à cela ne tienne, je suis sur un bateau, donc je voyage, je vois du pays et des paysages magnifiques. Alors, oui et non. Déjà parce qu'en hiver, les jours sont très courts dans cette région, et la nuit tombe, si je me souviens bien, entre 14 et 15 heures. Et pour peu que l'on se lève un petit peu tard, parce qu'il nous arrivait parfois de travailler jusque tard, et puis aussi parce que des fois on faisait un petit peu la fête. Mais ça... Bref, s'il nous arrivait parfois de nous lever tard, on avait le droit à seulement quelques heures chaque jour avec la lumière naturelle du jour. Et la plupart du temps, pendant les heures de travail, donc on ne profitait pas vraiment du grand air et des paysages. En parlant des horaires de travail, c'était 7 jours sur 7, aucun jour de repos pendant 5 mois. Non seulement aucun jour de repos, mais surtout, et c'est l'un des éléments qui va déclencher tout le reste, aucune possibilité de descendre du bateau. Arrivé à Stockholm le soir à 18h et redépart à 19h. 1 heure de temps libre, sachant que juste pour sortir du terminal, il fallait au moins 30 minutes et qu'une fois dehors, il n'y avait rien du tout. Juste la zone portuaire. Et arrivé à Turku le matin, à 5h, départ à 6h. Là encore donc 1 heure de battement et ça nous laissait à peu près 30 minutes pour nous promener en ville. Mais de 1, c'était super tôt. De 2, il faisait très froid. Et de 3, au bout de 3 fois, t'avais vu tout ce qu'il y avait à voir à Turku. En tout cas, en 30 minutes. Donc, autant vous dire qu'on ne sortait tout simplement jamais. On avait un petit peu l'impression d'être en prison. Une prison dorée, certes. Et je ne compare en aucun cas avec une vraie prison. Mais en tout cas, pour nous, le sentiment d'enfermement était réel. Et le seul moment où on pouvait être tranquille, en gros, et se reposer un petit peu, c'était dans une cabine d'à peine 8 mètres carrés. Vraiment pas plus que ça, sans doute même moins, et éclairé en permanence par une lumière artificielle. Pour ce qui est des relations avec les autres personnes qui travaillaient sur le bateau, à part le collègue photographe, on ne se mélangeait pas vraiment avec le reste du staff du bateau. Ne me demandez pas pourquoi, mais les rapports restaient purement professionnels. Peut-être que c'est dû au fait que le staff suédois et finlandais sur le bateau travaillaient par shift d'1 semaine seulement, donc ils étaient sur le bateau 1 semaine, et ensuite off 1 semaine. Du coup, pour lier des relations, et ça tournait tout le temps, donc pour lier des relations, c'était pas évident. Un point positif en revanche, c'est que vu que là où on allait, on n'était pas vraiment en pleine mer, en tout cas jamais très très loin des terres, on avait internet quasiment tout le temps. Et croyez-moi, j'en ai mangé des vidéos YouTube, dont une chaîne en particulier, celle d'un photographe de voyage qui s'appelle Brendan Venson. À l'époque, il publiait une vidéo par jour, montrant un petit peu son quotidien, non seulement de photographe, mais de vrai photographe, contrairement à moi, mais aussi et surtout de voyageurs qui ne passaient jamais plus d'1 semaine dans le même pays. Ces vidéos, donc, en plus de me faire un bien fou, en me permettant de m'évader,
m'ont donné un nouveau but. J'aspirais désormais moi aussi à devenir youtubeur et surtout à parcourir le monde comme lui. Juste quelques contrats de plus sur les bateaux pour mettre un petit peu d'argent de côté et après je me lancerai, c'était décidé. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à faire mon premier voyage en solitaire, voyage qui a failli me coûter très très cher. Nous sommes en mars, mon contrat touche à sa fin et je suis sur le point de rentrer à la maison. Un des aspects que je n'ai pas encore évoqué, c'est l'argent. Pour ceux qui jusque-là se disaient « Ouais bon, ok c'est peut-être un petit peu hard comme condition, mais au moins ça doit être bien payé ». Eh ben j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, pas du tout. Pas du tout. C'est payé uniquement à la commission avec un salaire minimum obligatoire de 300 € et c'est exactement ça qu'on a touché au mois de janvier et au mois de février. Par contre, c'est vrai que l'on était logé et nourri et la compagnie paye les billets d'avion pour se rendre de chez soi jusque sur le bateau et vice-versa pour rentrer depuis le bateau jusque chez soi. Et moi, souvenez-vous, à ce moment-là, je n'ai qu'une seule envie, c'est celle de voyager. Or, je suis dans un pays dans lequel je n'avais jamais mis les pieds auparavant, la Suède, qui semble être un pays magnifique et surtout à une période de l'année pendant laquelle il est possible d'observer des aurores boréales si on se rend dans le nord du pays. J'essaye donc de négocier avec mon employeur pour voir s'il serait éventuellement possible qu'il décale mon billet d'avion retour d'une semaine, le temps que je voyage un petit peu et que j'aille dépenser tout l'argent que j'ai laborieusement réussi à économiser pendant ces quelques mois. Et ils acceptent. Fin heureux, je décide donc de trouver une destination depuis laquelle l'observation des aurores boréales est possible sans que ça me coûte un bras, parce que tout au nord, par exemple, il y a des destinations comme Kiruna qui sont très connues pour les observations de ce phénomène-là, mais qui sont aussi extrêmement chères. Et après quelques heures de recherche, je finis par trouver une toute petite ville du nom de Jokkmokk. Jokkmokk, c'est un petit bled d'à peine 3000 habitants, situé à environ 850 km au nord de Stockholm et perdu en plein milieu de nulle part. Autour, il n'y a que des lacs, des collines et de la forêt. Le jour J arrive, je quitte le bateau et je saute dans un train de nuit à Stockholm en direction de la grande aventure. Exténué par ces 5 mois, je m'endors quasiment immédiatement à peine le train a quitté la gare et lorsque je me réveille, je n'en crois pas mes yeux. On est dans un autre monde. Le train s'arrête quelques instants dans une toute petite gare et je sors prendre l'air. Je suis comme un môme. Il y a de la neige partout. C'est magnifique. Et surréaliste aussi. Surtout après avoir passé tout ce temps sans jamais voir la terre ferme. Le train redémarre et nous dépose dans une ville dont le nom m'échappe. Peut-être que j'arriverai à retrouver ça au montage. Plus que quelques heures de bus et j'arriverai enfin à destination dans la ville de Jokkmokk. Pour rejoindre l'auberge de jeunesse depuis le terminal de bus avec tout mon barda qui à la base n'était pas vraiment prévu pour voyager de la sorte en tout cas, c'est un petit peu difficile. Je manque de me rétamer sur le trottoir à chaque pas, sous le regard assez amusé des locaux, je vais pas mentir, mais je finis quand même par arriver à destination. L'auberge est une jolie petite maison au fond d'un grand jardin, et presque en bordure du lac. Après les formalités d'usage et avoir discuté un petit peu avec la tenancière, je m'installe dans le dortoir, dans lequel j'ai la chance d'être complètement seul. Puis je déjeune et je me renseigne sur l'endroit où je pourrais louer des skis. Non seulement parce que j'ai pas l'intention de manquer de me rétamer à chaque pas comme entre le terminal et l'auberge de jeunesse, mais aussi parce que j'ai bien l'intention d'aller me promener un petit peu dans les collines aux alentours. Seulement, voilà, j'ai certes déjà fait du ski étant enfant, mais du ski alpin. Là, ce sont des skis de randonnée, et c'est quand même pas mal différent. Et puis en plus, quand j'étais enfant, c'était pas hier. Donc j'ai des restes, certes, et je suppose que le ski c'est un petit peu comme le vélo, ça s'oublie jamais vraiment, mais mes restes sont quand même assez approximatifs. Mais c'est pas grave, c'est rigolo, et puis ça fait du bien, ce sentiment de liberté, et c'est pas quelques petites gamelles qui vont gâcher mon plaisir. Si vous vous souvenez, j'avais à ce moment-là comme projet de devenir un vlogueur. Donc, j'ai commencé à filmer quelques-unes de mes aventures. Je vais pas vous mentir, c'est assez cringe et j'ai filmé seulement une fraction de ce que j'aurais normalement dû filmer pour faire un bon vlog. Mais bon, j'ai quand même filmé mes promenades en ski, dont celle
qui a vraiment mal tourné. Nous sommes le 2e jour et après avoir sommairement étudié la carte de la région, je décide d'aller faire une petite randonnée en ski juste autour du lac. Malgré des températures négatives entre -20 et -30 au thermomètre, le froid est bizarrement très supportable, surtout en journée. Et puis, moi je suis toujours comme dans un rêve. Tout me surprend, tout m'épate, tout m'amuse. Tout n'est que nouveauté et découverte. Comme cette motoneige qui traverse ce qui est normalement un lac que je traverse d'ailleurs moi-même à ski juste après. Et là on est toujours au lac de Jokkmokk. Alors je sais pas bien si vous allez le voir sur l'image, mais là quand même en plein milieu du lac on a un scooter des neiges. C'est juste incroyable. C'est juste complètement incroyable. Mais voilà, vous avez un scooter des neiges en plein milieu du lac de Jokkmokk. Comme vous le voyez, je m'amuse beaucoup. En fait, j'ai toujours ce petit côté aventurier, mais aventurier du dimanche, vous savez, celui qui aime bien l'aventure, mais qui n'a absolument aucune expérience. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que à ce moment-là, ce que je suis en train de vivre, malgré les petites difficultés ici et là, j'adore ça. Je vous passe quelques extraits. Là, on vient de traverser le lac il est juste derrière moi. Et je me retrouve à un croisement, je sais pas tellement où aller, je vais vous montrer. Donc, soit on va par là, mais ça a l'air d'être plutôt un chemin pour les motoneiges, je pense. Ou alors, on va par là. Alors, je confirme, hein. J'en chie. Si j'avais su, je me suis vautré comme une merde. Oh shit. Si j'avais su, j'aurais pris des leçons de ski de fond parce que là, je pense que je dois pas faire comme il faut. Putain, regardez ce qu'il y a juste en face de moi là. Regardez ça. Je viens de le voir. Incroyable. C'est incroyable. Je pense que vous avez pu remarquer avec ces petits extraits que je me régale vraiment. La première randonnée s'achève et donc j'ai pris un pied incroyable. C'est simple, en gros, je me sens de nouveau libre et vivant. Le lendemain, je décide donc de remettre ça et de refaire une nouvelle promenade à ski, mais ce coup-ci dans l'espoir de prendre un petit peu plus de hauteur et d'aller dans les collines qui surplombent le lac pour avoir une vue au moins sur le lac et, si possible, sur l'ensemble du Jokkmokk. Et c'est celle-là qui aurait pu me coûter très très cher. Voilà, si je suis en train de vous en parler aujourd'hui, vous vous en doutez que forcément, je m'en suis sorti. Mais croyez-moi, j'ai eu de la chance. J'ai accumulé toutes les erreurs à éviter. Je n'avais ni carte, ni GPS, ni téléphone avec du réseau, rien à manger et rien à boire. En termes d'équipement, comme vous pouvez le voir, j'étais en jean avec juste un blouson normal et une paire de gants et mon bonnet. J'avais certes un gros sac à dos, mais il ne contenait que mon matériel photo. Rien d'autre. Pour les connaisseurs, à l'époque, j'avais un 5D Mark II, un appareil assez gros et lourd, avec plusieurs objectifs assez lourds aussi, comme par exemple un 70-200 f4, et surtout un gros trépied capable de supporter le poids de tout ça. Ah oui, et bien sûr, je n'ai dit à personne où j'allais. En bon vlogueur débutant, j'ai aucune image du début de cette excursion. J'ai commencé à filmer uniquement lorsque j'étais déjà bien avancé, après avoir gravi une colline, et en arrivant près d'une petite cabane abandonnée. Donc là, on a repris les skis, comme vous pouvez voir derrière moi. Hop, ici, là. Il y a une petite maison en plein milieu de la forêt. C'est vachement joli. Petite maison en plein milieu de la forêt. Mais alors quand je vous dis en plein milieu, c'est vraiment en plein milieu là. C'est assez incroyable. C'est mortel. Il y a même de quoi faire un petit feu de cheminée, un petit barbecue. Vous croyez qu'il y a des gens qui vivaient là à l'époque? Non. Non, ça c'est une petite cabane de pêche, de chasse. Puis j'ai repris ma progression et je suis arrivé en contrebas, près d'un grand découvert, près, lac gelé, je sais pas vraiment. Parce que oui, sans carte, avec moi, je naviguais plus ou moins au feeling, comme on dit,
sans savoir où j'étais exactement. Et même aujourd'hui, après coup, je n'ai toujours aucune certitude sur l'endroit exact où je me suis retrouvé. Bref, le périple continue et je finis par arriver à une intersection en T. Il me semble à peu près évident que je dois bifurquer à droite, parce que si je partais à gauche, eh ben, ça irait à l'opposé de là où je suis convaincu, en tout cas, que le chemin pour rentrer se trouve. Je m'engage donc sur le sentier de droite, en suivant d'autres traces de ski d'ailleurs. Je négocie un virage, et je finis par arriver à la même intersection en T que juste avant. Là, je commence à être de moins en moins serein. D'autant plus que la nuit commence à tomber. Alors là, c'est pas trop où on est. La nuit commence à tomber. On suivait une piste et la piste elle a l'air de nous faire faire demi-tour, de nous faire revenir sur nos pas. Ce qui est moyennement cool parce que on pensait être sur la fin de la boucle. Et si on doit refaire toute la boucle dans l'autre sens, il y en a pour bien 1 heure, 1 heure et demie. Sachant que la nuit tombe et que, mine de rien, on commence à être un peu fatigué. C'est pas cool, pas cool. Donc, je vais vous montrer à peu près où on est là. Ça va pas beaucoup vous parler, mais... Et voilà, histoire de vous dire. Donc la piste qu'on suivait, c'est celle-là. Qu'on a empruntée, donc. Elle nous a fait revenir par ici. Voilà. On est revenu exactement au même endroit, sachant que pourtant il y a un balisage sur le poteau là-bas. Donc je sais pas. Je sais pas, parce que si on repart par là, à peu près, il y en a pour bien 1 heure et demie. Et c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Voilà. Donc on va essayer de repartir par là quand même pour voir si on n'aurait pas loupé quelque chose. Et on croise les doigts pour retrouver un chemin qui redescend plutôt que de revenir ici. Je retourne donc dans la boucle et à un moment, je m'arrête. Les traces de ski que je suis sont accompagnées des traces de pas d'un chien. Et à un moment, les 2 traces semblent partir complètement en hors-piste dans de la très haute poudreuse. Alors, le hors-piste, ça me branche moyen, mais il y a non seulement ces traces que je suis en train de suivre, mais il me semble aussi distinguer un petit peu plus loin de la lumière. Ok, donc retour à l'endroit où la boucle nous fait revenir sur nos pas. Alors depuis tout à l'heure, je suis des traces d'un skieur et probablement de son chien, je pense. Et après cette boucle, les traces sont plus présentes. En revanche, il y a des traces qui partent par ici. Il y a des traces qui partent par ici et des traces de chien d'un animal qui partent un peu à côté. Et par là-bas, je sais pas si on voit bien à l'écran, mais il y a des lumières. Donc ça veut dire qu'il y a probablement un chemin balisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que même si c'est pas super praticable, on va couper à travers bois, faire un petit peu de hors-piste entre guillemets, en espérant qu'on s'enfonce pas trop, parce qu'il y a des endroits où la neige on peut facilement s'enfoncer jusqu'aux genoux. Donc voilà, on va essayer de partir par là-bas et puis de rattraper le chemin avec de la lumière. Je décide donc de suivre mon instinct. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Me voilà sur un nouveau chemin, une nouvelle intersection en T, et je vois bien qu'il y a la vallée en face de moi, là où je vais aller, sauf que c'est strictement impossible de descendre tout droit. La poudreuse est beaucoup trop haute, le terrain est impraticable, je n'ai que 2 solutions, partir à gauche ou à droite. Alors finalement, on n'est pas allé jusqu'aux lumières. On a suivi les traces de notre pote avec le chien. Bon, on n'est pas complètement perdu parce que on peut voir là-bas, on peut voir au loin les lumières de la ville. Et un peu plus loin là-bas, il y a aussi des lumières, il y a un chemin avec des lumières. Donc on n'est pas complètement perdu. Mais le truc, c'est que certes, la ville est ici en contrebas. Mais comment fait-on pour y aller? Parce que je peux concrètement pas suivre les lignes électriques là. La neige est beaucoup trop haute. Alors est-ce que je pars à gauche? Ou est-ce que je pars à droite? Je sais pas. Je pense que on va faire confiance aux lumières.
On va faire confiance aux lumières, on va aller par la droite et essayer de récupérer un chemin qui redescend à gauche dans la vallée. Ouais, on va faire ça, on va aller vers les lumières, toujours aller vers la lumière. Je suis encore une fois obligé de faire plusieurs centaines de mètres en hors-piste et mes skis, à ce moment-là, ce sont des handicaps plus qu'autre chose. Je m'enfonce tous les 2 pas, j'ai de la neige qui m'arrive jusqu'aux genoux et je commence à être frigorifié et la nuit arrive de plus en plus vite. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à quel point c'est la merde, à quel point les skis s'enfoncent. Parce que là on n'est plus du tout sur une piste. Là on n'est plus du tout sur une piste. Mais finalement, je finis par regagner le bon sentier. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, un sentier balisé et éclairé. Juste à temps, parce que la nuit, maintenant, elle est complètement tombée. Yes! Yes, on a réussi à rattraper une route. Un sentier en tout cas, sur lequel il y a de la lumière. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais on vient de tout au bout là-bas. Ça paraît pas grand chose. Ça paraît vraiment pas énorme. Mais croyez-moi, quand vous marchez sur un ski, parce que de l'autre côté, ça s'enfonce grosso modo tous les 2 pas jusqu'aux genoux. Là, vous pouvez voir là. Je sais pas si on voit grand chose. Mais voilà. Donc en tout cas, on a récupéré le chemin. On va suivre dans le sens de la descente. Ça va, c'est pas le plus compliqué. Et on va essayer de se retrouver en bas au village. Je rechausse mes skis et j'entame la dernière descente, celle qui va me ramener jusqu'à l'auberge. Je pense pouvoir dire que j'ai eu une bonne étoile ce jour-là et c'est peut-être la seule différence entre mon aventure et celle que je raconte parfois sur la chaîne. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai accumulé toutes les erreurs et toutes les mauvaises décisions, ça aurait très bien pu se finir d'une toute autre manière. Du coup, ça fait un petit peu réfléchir et je sais que c'est très facile de porter des jugements bien confortablement assis sur son fauteuil. Je suis le premier à le faire sur les histoires que je peux raconter. Mais au final, ça pourrait nous arriver à tous. J'en suis convaincu. En tout cas, après la péripétie de ce jour-là, je peux vous garantir que je suis plus jamais reparti tout seul. Je suis allé faire de la motoneige avec un groupe et un guide. Je me suis régalé au passage. Et j'ai également demandé à un guide de m'accompagner pour aller observer ce que j'étais venu voir à la base, les aurores boréales. Alors, mes photos sont moches, oui, mais en tout cas, c'était magnifique à voir. J'espère que cette vidéo, même si elle était pas mal différente de d'habitude, elle vous a plu. Et rassurez-vous, de toute façon, dès dimanche prochain, c'est le retour du True Crime. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, s'il y en a. Il y a encore des gens ? Ah bah non, il n'y a plus personne. Prenez soin de vous, à bientôt, salut.